Salut à tous, je suis Clément. Vous êtes ici sur un nouvel épisode de La Gagne. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'avec Ophélie et Martin, nous interviewons sur ce podcast de grands sportifs français. Toutes les 2 semaines, nous avons l'honneur de recevoir à notre micro un grand champion. Et nous retraçons ensemble l'une des compétitions les plus marquantes de sa carrière. Lokman Kaplan Baba est lutteur. Mais il a décidé, il y a maintenant quelques années, de mettre un terme à sa carrière. Un choix particulièrement difficile pour lui, car son sport, c'était toute sa vie. Dès son plus jeune âge, son père l'inscrit à la lutte, tout comme ses frères aînés. Lokman démontre rapidement de grosses qualités physiques et techniques. Cela le propulsera au pôle espoir Jeune France. Déterminé à faire sa place, il s'entraîne à raison de 2 fois par jour, tous les jours. Son travail finit par payer, puisqu'il atteint rapidement le très très haut niveau. Plusieurs fois champion de France, médaillé de bronze aux championnats d'Europe et quelques participations aux championnats du monde, il rêve comme tous les grands sportifs de faire un jour les Jeux Olympiques. En 2008, il saisit l'opportunité de décrocher son ticket pour les JO de Pékin, mais tout ne se passera pas comme prévu. Les 3 combats de cette journée le marqueront pour toute sa vie. On vous laisse écouter Lokman vous raconter son histoire. Merci à lui de nous avoir fait confiance. Très bonne écoute les winners. Salut Lokman. Salut. On est ravis de t'avoir aujourd'hui avec nous, donc au micro de La Gagne. On est super content de t'accueillir. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir avant tout et c'est un honneur pour moi parce que voilà, j'ai pas trop l'habitude de parler en public ou quoi que ce soit, donc c'est un petit moment de je suis un peu stressé quand même, hein. C'est pas comme un match de lutte, mais non, c'est un plaisir. Donc je m'appelle Kaplan Baba Lokman, j'ai 32 ans, j'ai fait de la lutte à haut niveau, j'ai eu quelques médailles, j'ai eu quelques défaites aussi, ça fait partie du jeu, et aujourd'hui je suis là pour vous raconter mon histoire. Tu fais de la lutte, donc tu nous as rappelé ton palmarès. Aujourd'hui, tu pratiques encore ce sport ou plus du tout ? Actuellement, je suis l'entraîneur du club de lutte de Mâcon. J'ai arrêté, on va dire, de lutter, ça fait un petit moment, quelques années déjà. Après, j'ai été entraîneur national de l'équipe de France de lutte féminine, junior senior. J'ai fait ça 2 ans. Là, depuis 2 ans, je suis l'entraîneur de Mâcon lutte olympique. Donc, je suis toujours dans les tapis, mais pas pour gagner. Salut Lokman, je voulais savoir comment tu étais tombé dans ce sport. Alors moi je suis tombé dans ce sport, je dirais pas par hasard parce que j'ai mes 4 frères qui faisaient de la lutte. Donc du coup moi le dernier, j'ai suivi ça, j'avais pas le choix parce que tout le monde partait au sport. Et après c'était le seul sport aussi, il faut dire, dans l'époque où j'ai commencé la lutte, c'était le seul sport qui était tard le soir. Donc c'était du 6h30 jusqu'à 20h30. Et mon père, il voulait pas qu'on reste dehors. C'était un peu chaud à l'époque et mon père voulait qu'on fasse du sport et le plus tard possible, c'était bien. Comme ça, on était rentrés, on était fatigués et au dodo, ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton palmarès rapidement ? Alors mon palmarès, j'ai pas trop un gros palmarès, mais j'ai été plusieurs fois champion de France. J'ai été médaillé dans des tournois internationaux où c'était du très haut niveau. Après, la plus belle médaille que j'ai eue, c'était au championnat d'Europe. Et ensuite, pour moi, ce qui m'a réellement... où je dirais j'ai été bon, c'était quand j'ai lutté en Allemagne en Bundesliga. C'est l'équivalent de la D1, D2 au foot, mais en lutte. Donc c'est un très très haut niveau en Allemagne. Et là-bas, j'ai eu des matchs très très durs avec du haut niveau. Est-ce que tu peux nous rappeler les différentes règles du sport ? Oui, bien sûr. Alors, dans la lutte, il y a plusieurs catégories. Donc, il y a la catégorie âge, donc minime, cadet, junior, senior. Et quand tu es junior et que tu as un bon niveau, tu peux lutter contre les seniors. Donc, moi, j'avais peut-être que 19-20 ans, mais je luttais déjà contre des personnes qui avaient une trentaine d'années. Ce qui est important, c'est au niveau du poids. Le poids, c'était des catégories. À l'époque, moi, c'était 55, 60, 66, 74, 84, 87, 120 kilos. Et moi, j'étais dans la plus petite, moins de 55 kilos. Salut Lokman, je voulais savoir vraiment les règles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un combat de lutte ? Alors, il y a deux façons de gagner un match de lutte. La première, c'est de immobiliser son adversaire les 2 épaules au sol, comme un peu une espèce de hippon, grosso modo. Et on doit maintenir les 2 épaules au sol. Et après, sinon, c'est au niveau des points. Il y a des projections du haut du corps au sol. Après, au sol, on peut tourner son adversaire. À chaque fois que l'épaule, elle est orientée au sol, ça marque des points. Donc, celui qui a plus de points, il gagne. Combien de temps dure un combat de lutte ? À mon époque, c'était 3 fois 2 minutes, 30 secondes de repos à chaque fois. 30 secondes de repos. Où tu as la possibilité de parler avec tu parles avec ton coach, mais en général, t'as pas beaucoup de temps. T'as même pas le temps de boire, donc ça va vite. Ouais, tu récupères assez vite. Ouais.
Ta carrière, tu l'as fait dans le même club ou tu as changé? Alors, j'ai fait toute ma carrière donc les championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde avec le Mâcon Lutte Olympique. Et en fin de carrière, j'avais eu beaucoup de sollicitations de pas mal de clubs pour changer justement des transferts. J'ai toujours refusé parce que c'était pas financier qui m'intéressait, c'était l'image du club parce qu'ils m'ont donné la chance et puis par rapport à mon père, c'était de l'honneur. Je pouvais pas trahir le club. Et à la fin de ma carrière, où je savais que je faisais plus les championnats d'Europe et les championnats du monde, et là j'ai lutté pour Sotteville-les-Rouen en championnat de France par équipe. Ton entraînement, t'as un entraînement quotidien, j'imagine? C'était 2 fois par jour, tous les jours, dimanche compris. Donc j'avais jamais de jour de repos, j'avais des après-midi de repos, et puis même quand j'étais en repos, j'étais quand même à la salle de lutte. Et tu faisais que ça ou tu avais un métier à côté? Je faisais que ça. Et cet entraînement, tu le faisais toujours avec ton coach? Alors, quand j'étais en sport, j'étais au centre de formation à Dijon. Ensuite, j'ai été à l'INSEP. Et à l'INSEP, début de carrière, c'était entraîneur pour tout le monde. Donc, il y avait 2 coachs pour toute l'équipe. Et après, j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur perso. Et là, c'était individuel. Pendant toute la séance, j'avais un entraîneur que pour moi. C'est un sport très explosif, non? Ouais, c'est il faut avoir je dirais en fait j'ai plusieurs collègues qui étaient sportifs aussi, judoka, boxeurs, karatéka, enfin voilà. Et quand ils ont fait de la lutte, ils avaient beau avoir la condition physique dont les boxeurs, je dirais, parce que de rester sur 12 rondes, c'est chaud. Et ben quand ils faisaient la lutte avec nous, ils tenaient pas une minute. Et du coup, Logman, maintenant, on va parler un peu de ta gagne. Donc, pas forcément une victoire ou pas forcément une médaille. Quel est le moment que tu veux nous faire partager et que tu veux faire partager à nos auditeurs? Ça va peut-être vous surprendre. Tout le monde dirait que ça va être le jour où j'ai fait ma médaille au championnat d'Europe. Mais alors, pas du tout, parce que ce jour-là m'a pas marqué plus que les autres. Ça peut en choquer peut-être quelques-uns. Moi, c'est ce qui m'a marqué le plus dans ma carrière. C'était le tournoi de qualif pour les Jeux Olympiques en 2008. Donc, je venais de faire ma médaille justement l'année d'avant, quelques mois avant, au championnat d'Europe, et donc la fédération, donc j'étais que junior, hein, donc je passais pour être senior, et là on m'avait proposé de dire j'ai une chance de faire les Jeux Olympiques, le niveau est très élevé, mais ça pourra me servir d'expérience. Donc on avait fait l'impasse sur les championnats du monde, donc j'avais eu le choix de choisir, parce que pour se sélectionner aux Jeux Olympiques, il y avait les championnats d'Europe, les championnats du monde et 2 tournois de qualification mondiale. Et donc nous on avait fait l'impasse sur les mondes parce que c'était le premier échéance et je rentrais des championnats d'Europe 15 jours après, c'était très juste. Dont j'ai pas parlé, mais on avait notre premier adversaire, c'était le poids. Donc comme je vous ai dit, j'étais dans la catégorie des moins de 55 kilos, mais vous en doutez que je faisais pas 55 kilos, j'en faisais beaucoup plus. Donc je perdais à peu près 10 à 12 kilos de perte de poids pour un championnat ou un tournoi. Donc là, j'avais besoin de me reposer. Je pouvais pas enchaîner 2 pertes de poids comme ça. Donc on s'était concentré sur un des tournois qui était important, c'était en Pologne. Et c'est ce tournoi-là qui m'a marqué, je dirais. Donc c'est un tournoi qui était qualificatif pour les JO de Pékin. 2008, ouais, c'est ça, exactement. Déjà beaucoup de stress, beaucoup de dire on va y arriver ou pas. Il y a les jeux, il y a les stress des jeux. Il y a beaucoup de facteurs. En sachant que déjà il y a eu les championnats d'Europe, championnats du monde, donc il y avait très peu de place. En sachant qu'ils prenaient que les 2 premiers du tournoi, donc il fallait forcément aller en finale. Et là c'était pas donné. Mais j'avais une chance et je me suis dit voilà, je suis tout frais, je viens de faire ma médaille, j'avais un peu confiance en moi et j'ai dit il y a une possibilité d'aller chercher la médaille. Si j'avais de toute façon au fond de moi, si je pensais pas une seule seconde que j'avais les chances, je me serais pas lancé dedans. Oui, tu avais déjà un esprit déterminé à dire tu es capable d'aller en finale et de choper ce ticket pour Exactement, j'avais déjà les entraîneurs qui me préparaient pour. Ensuite, on peut pas dire j'y vais au championnat pour aller je vais gagner une sélection. C'est pas ça marche pas comme ça. C'est avant t'as les championnats de France, t'as les championnats d'Europe, t'as fait des tournois, on a des lutteurs en face de nous qui sont déjà des médaillés. Donc si on arrive à les accrocher et gagner des matchs, là on a une possibilité. Et je me demandais, Logman, tu arrives à ce championnat en Pologne avec le coq français ou avec le club de Mâcon? Toujours le club de Mâcon avec l'équipe de France. Donc j'étais toujours, toute ma carrière, tous les championnats que j'ai pu faire, c'était avec Mâcon Lutte Olympique. C'est que quand j'ai arrêté de prendre ma retraite, on va dire, pour les championnats d'Europe, championnats du monde, donc niveau international, où je savais que je ne me sélectionnerais plus, j'ai lutté pour mon plaisir, pour continuer à garder la forme, en championnat de France par équipe, dont Mâcon ne le faisait pas. En fait, il y a plusieurs clubs de France qui le font, et Mâcon ne le faisait pas, on n'avait pas d'équipe à cette époque-là, et donc du coup, j'avais fait mon transfert à Sotteville-les-Rouen, et j'ai fini ma carrière là-bas.
Est-ce qu'il y a des critères pour participer au qualif pour les JO? Oui, déjà, il faut être champion de France, avant tout. Ensuite, donc après, même si on est champion de France, parce que dans toutes les catégories, on a un champion de France, mais après, on n'a peut-être pas le niveau aussi. Donc, c'est pour ça que quand on faisait les tournois de qualif ou les championnats d'Europe, la fédération prenait la décision d'envoyer que 2 ou 3 lutteurs, alors qu'il y avait 7 catégories. Donc toi, tu as été sélectionné par la Moi, j'étais Fédé. toujours sélectionné par la Fédé dans ma catégorie parce qu'il y avait une chance de médaille. Donc, comme je vous dis, quand on faisait les championnats d'Europe, championnats du monde, moi, j'ai fait des championnats où on n'était que 2 lutteurs. Sur les 7 catégories. Donc, la France présentait que 2 lutteurs parce qu'ils avaient un potentiel. Ils avaient, voilà, on misait sur eux en disant c'est une possibilité. Alors qu'il y avait d'autres champions de France dans d'autres catégories, mais le niveau international est tellement élevé qu'on pouvait pas faire des frais pour dire allez on envoie quelqu'un, c'était pas pour de la figuration quoi. C'est l'équipe, la France avait une politique, le lutteur qu'on met c'est qu'il a une chance. Justement, je rebondis un peu sur la compétition. Comment ça se déroule une compétition de lutte? Tu fais plusieurs matchs sur la journée, ça se déroule sur une seule journée, sur 2, sur 3? Alors il faut savoir que à l'époque on faisait, c'est toujours le cas, hein, on faisait la pesée la veille. Donc ça veut dire, moi je me souviens, c'était souvent le vendredi soir à 18h la pesée et la compétition repartait le samedi matin à 8h. Et dans ta tête, là, la pesée, comment tu es déjà déterminé? Tu es déjà dans ton tournoi ou pas? Non, enfin pas vraiment parce que la perte de poids a été compliquée. Il me restait quelques grammes à perdre et que c'était dur et je me dis je vais peut-être pas y arriver, mais au final on y arrive toujours. Tu te rappelles comment t'as fait? Ouais, je me rappelle souvent comment on fait. Ouais, ça veut dire 3 jours avant j'avais arrêté de manger, 2 jours avant j'avais arrêté de boire, donc ça veut dire que j'ai enchaîné le mercredi, jeudi 2 entraînements sans boire, sans manger pour pouvoir faire le poids. Ouais, souvent c'était comme ça. Ah oui, c'est quand même une restriction assez importante pour un championnat. Peut-être des fois je me suis peut-être mal pris ou un peu trop en retard, mais moi je me prenais à la dernière minute, donc je mettais 10 jours maximum à perdre mon poids, pas avant. J'avais essayé comme tout le monde à faire pareil 1 mois, mais j'étais trop tenté, alors je me mangeais jusqu'au bout et hop, à partir de 10 jours je savais qu'il me restait moins d'une semaine et là c'était hard. Et le lendemain matin, tu es au courant de ton parcours, de tes horaires à laquelle donc tu vas voilà combattre. pourquoi j'avais choisi on va dire cette journée spéciale, parce que justement quand il y a le tirage au sort, la plupart des lutteurs on se pèse et ensuite on va à l'hôtel, on se fait masser, on se remet dans les conditions. Et puis moi, je procédais comme ça, je me pesais, je me barrais dans l'hôtel pour me reposer. Et les autres restaient pour voir le tirage, parce qu'en fait, quand on se pèse, on tire un numéro, et là ils font la liste, le tirage au sort, et qui c'est qui va lutter avec qui quoi. Donc moi, personnellement, savoir avec qui je vais aller lutter ou pas, je m'en foutais un petit peu. Moi, tout ce que je voulais, c'était de monter et de faire ce que j'avais à faire, peu importe si c'était le champion du monde ou pas. Bon, on appréhende toujours un petit peu, on se dit putain, j'espère pas j'ai le russe ou quoi que ce soit, mais voilà. Donc du coup, avec mes 2 autres collègues, eux, ils ont vu le tirage, et quand ils sont venus me rejoindre à l'hôtel le soir, je voyais à leur tête qui était bizarre. Ils me disaient, Lockman, je dis ça va gros et tout, et il me disait ouais ça va aller. Il me dit tu veux savoir ton tirage? Je dis bah ouais. Il me dit bah c'est chaud gros. Je dis ah ouais ça va être chaud. Il me dit ouais tu luttes, je crois que c'était Amiran Kartanov, 3e au jeu, médaille au monde, enfin voilà c'était un client. Et je disais bah je sais pas, je connais pas. Bah, comment tu peux pas connaître quelqu'un? Je dis bah moi je sais pas, je connais pas, je connais pas tout le monde, et puis moi je suis là, je fais mon boulot, je me suis entraîné pour, pas de souci. Donc déjà j'ai été blessé le soir en me disant que ils ont vu mon tirage et ils ont dit Lockman ça il va perdre au premier tour. C'est souvent ce qui se passe quand on regarde le tirage, on voit rien n'est fait d'avant, mais voilà, sur le papier j'étais pas le favori, ça c'est sûr. T'es en train de dire qu'en fait en lutte il n'y a pas forcément de surprise. Les favoris. Ça arrive, il y a des surprises, justement, mon cas, ça arrive, parce que moi je suis inconnu au bataillon, je viens de faire ma médaille aux Europes quelques temps avant en junior, mais là on lutte c'est seniors, les seniors c'est une autre catégorie, là, ils ont 30 ans, ils sont pères de famille, moi je suis tout jeune, tout frais, donc pour eux je suis un petit qui va leur mettre un peu des bâtons dans les roues, mais sans plus quoi. Et la suite a fait que il y a eu des surprises ce jour-là. On te retrouve donc dans ta chambre d'hôtel donc le vendredi soir en Pologne. Exactement. Avec tes 2 potes dans ta ça. chambre qui t'annoncent qu'entre guillemets demain tu vas ramasser parce que tu joues à un costaud. Exactement. Et puis ils ont même été plus loin que ça, parce que c'est que le premier match, ça va. Et là ils me disent au pire, si tu as une chance de gagner, au 2e tour, tu risques de rencontrer l'Allemand qui vient de faire vice-champion d'Europe il y a 15 jours. Et je dis, ah ouais, d'accord. Et je dis, si je gagne, il me dit, bah là, tu vas lutter le Géorgien, champion du monde de je sais plus quelle année. En gros, c'est mort pour toi.
Je dis, ah ouais, c'est mort. Je dis, d'accord, ok. Donc, du coup, je me suis couché. La nuit s'est bien passée. Jamais je passe une nuit correcte. Je fais une nuit blanche en général. Sur chaque compète. Jamais. Parce que t'es surexcité. Non, donc tu te fais des films dans ta tête, tu te fais des matchs, tu te dis, enfin voilà, tu fais plein de calculs qui d'ailleurs, ça n'a jamais passé comme ça. On dit on passe une bonne nuit mytho. Chaque championnat que j'ai pu faire dans ma vie, j'ai toujours été à jeun le jour de la compétition. Ça veut dire mon dernier repas c'était le soir, après la pesée. Ensuite, je n'avalais rien du tout de la journée de la compétition. Parce que tu ne pouvais pas ou Mon mental faisait que j'ai pas soif, j'ai pas faim, il faut que je reste comme ça. Et j'allais même pas aux toilettes en me disant il faut que je reste comme ça. C'était peut-être, je suis toqué, je sais pas, mais en tout cas c'est comme ça que ça se passait pour moi. Le samedi matin, donc tu te lèves. Bon, du coup, tu nous dis que t'as pas beaucoup dormi. Tu t'es quand même allongé. Ouais, un peu, allongé, ça debout. c'est sûr. Rassure-nous non, quand même. allongé, peut-être j'ai dû fermer les yeux, mais réellement je fais une nuit blanche et je regarde l'heure, il est 3 à 4 heures, je me dis on se réveille dans 1 heure pour faire le réveil musculaire, tout ça. Donc tu restes au lit, je regardais souvent la série H, moi, je mettais en répétition et je les connaissais par cœur. À chaque fois je regardais toujours le même truc. Donc la journée elle commence le matin, petit déj, très tôt. Donc on essaie de se mettre dans les meilleures conditions, mais bon, on n'y arrive pas parce qu'on est stressé. On essaye de déjeuner, il n'y a rien qui passe. On va à la salle, hop, je regarde mon tirage, je dois être en maillot bleu. Donc du coup, on va se préparer, s'échauffer tout doucement. C'est important ce que tu dis, maillot bleu, et l'autre en face, c'est obligatoire. C'est pour déjà nous voir sur le tapis qui est qui, et pour comptabiliser les points. Donc quand on est appelé en premier, on est en rouge. Quand on est appelé en deuxième, on est en bleu. Donc toi, tu étais Je pense ce jour-là, je devais être en bleu, si mes souvenirs sont bons. Après ce jour-là, échauffement, une journée normale, on arrive, tout le monde arrive tout doucement, tout le monde se craint, tout le monde se regarde, donc une ambiance, on va dire, très froide. On va dire qu'il chauffe la salle, le DJ met un peu de musique, tout ça pour nous détendre, tout ça. Mais voilà, vu que l'enjeu est tellement énorme, personne se parle, il n'y a pas de sourire qui se dégage. Il y a une tension dans toutes les équipes, dans les nations, qu'on voit que c'est dur. Et là, c'était la seule année où dans les tournois, il y avait les Coréens du Nord qui étaient là. C'était très rare qu'on les voyait. Eux, on les voyait rarement. Ils sortaient jamais. Donc là, ils étaient là. Donc c'était déjà impressionnant en tant que lutteur de dire, on en entend parler des Coréens, et là, de les voir là, ça faisait un stress de plus. Ce qui voulait dire que c'était un tournoi qui était quand même de très très haut niveau. Honnêtement, c'était vraiment un tournoi. On était pratiquement plus de 40 par catégorie. Donc pour vous dire, toutes les catégories confondues, là, il y avait plus de 40, 50 lutteurs. Certains, ils étaient 70 lutteurs. C'était du jamais vu. C'était une des premières où un tournoi, on était aussi nombreux pour peu de places, 2 places. Et sur cet échauffement, tu te rappelles un peu avoir essayé de regarder du coin de l'œil un peu ton adversaire, comment il s'entraîne? J'avais toujours besoin psychologiquement de voir mon adversaire, comment il était. Bon, moi, je devais me chier dessus, je pense, ça c'est sûr. Mais j'avais besoin de voir son regard s'il était autant stressé que moi. Et ça me rassurait, en fait. Et il était comme moi, il avait 2 bras, 2 jambes. Et mon entraîneur, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, il est comme toi, hein, il a 2 bras, 2 jambes, il va comme toi aux toilettes, donc arrête d'avoir peur. Il a autant peur que toi. Et il faut que tu fasses ce que tu as à faire. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai, il a raison. Il est comme moi, et je me suis rassuré avec ça. C'est comme j'ai pu, mais. Et après, tu t'es reconcentré sur ton échauffement. Et après, quand on nous appelle au micro, et mon nom est un peu difficile à prononcer, donc ça me faisait sourire à chaque fois quand on m'appelait moi. Et donc du coup, quand je monte sur le tapis, je suis toujours stressé, j'ai les jambes qui tremblent, j'ai le cœur qui bat. Et je sais que quand je serre la main de mon adversaire, et ça c'est vrai, à chaque fois que je serre la main de mon adversaire, je sais si ça va bien se passer ou pas bien pour moi. Et là, j'ai senti qu'il y avait une ouverture. Donc je me suis vraiment senti en confiance. J'avais quelque chose moi, j'avais rien à prouver. J'étais jeune, j'avais encore. Je commençais ma carrière, on va dire. C'était que le début. Donc lui, qui était médaillé, tout ça, il avait une autre pression. Lui, il est quelqu'un. Moi, je suis personne. Donc lui, il avait tout intérêt à me torcher en peu de temps et passer à autre chose. Mais moi, j'avais tout à. T'avais quel âge déjà ? 18 ans là. 18-19 ans, ouais. Lui, Amiran, il devait avoir, il était un peu plus âgé, bien sûr. Il avait l'expérience. Lui, il a fait les jeux, il est médaillé aux Jeux, médaillé aux Europes, médaillé au monde, donc c'est pas n'importe qui, quoi. Et moi, je le connaissais pas. C'est marrant l'anecdote que tu viens de dire, là, le fait de serrer la main et tu as un pressentiment. Ouais, et ça, j'ai jamais su pourquoi, comment, mais je sais qu'à chaque fois que je serrais la main de mon adversaire, je savais si j'allais le gagner ou perdre. Et si je perdais, je changeais ma façon de lutter pour avoir les meilleures chances contre moi.
Tu serrais un peu fort là quand tu lui serrais la main? Non, du tout. Non. On serre la main par respect en fait. Et quand je serrais la main, je savais que, c'est quelque chose que je ressentais. Le combat commence. Le combat commence, en fait, moi j'avais un avantage, c'est qu'on me disait que j'avais 2 poumons, j'étais une pile électrique, j'étais rarement fatigué. Et pourquoi ? Parce que je m'entraînais pour ça justement, changer ma stratégie de lutte. Donc moi, mon objectif c'était de le fatiguer un maximum, tout en restant à distance et voilà, de le voir arriver. Et du coup, je sais que les premières minutes, je lui ai mis une pression de malade que même moi j'étais essoufflé, alors que d'habitude c'est pas moi j'arrive. Quand tu mets ton rythme à toi, lui il a du mal à s'adapter. Si tu suis son rythme à lui, c'est toi qui vas avoir du mal. Donc moi j'ai imposé mon rythme direct et je l'ai surpris sur quelques défauts de déplacement qu'il avait, je m'en souviens encore. Et là j'ai fait 1 ou 2 attaques où j'ai marqué, donc j'ai pris énormément confiance en moi. Et moi j'ai vu à un moment il a douté. Il était fatigué et il avait douté. Et j'en ai profité de ce petit doute qu'il avait qui a basculé le match. Et donc la première mi-temps, je gagne. Donc avant c'était sur mi-temps. En fait, il fallait gagner 2 manches. C'était des manches de 2 minutes. Donc j'avais gagné la première manche. Et hop, on avait 30 secondes de repos. Une fois que tu as gagné la première manche, remet à 0, exactement. Donc le score était de 4-1, je crois, pour moi. Donc hop, quand la mi-temps est finie, hop, les scores sont à 0-0, on a 30 secondes. Donc là, à Machès, j'avais gagné Yalouz, vice-champion olympique. C'était le DTN de la lutte et de l'équipe de France. Donc du coup, il était à Machès. Donc j'étais très confiant en moi. J'avais vraiment toutes les chances de mon côté. Après, il fallait que je fasse le boulot. Et là, je l'ai fait, je l'ai vu dans ses yeux, j'ai vu comment il m'encourageait. C'était voilà, j'avais pas le droit de le décevoir en fait. Il avait foi en toi, il croyait en toi, il savait que tu étais capable de le battre. Je pense ce jour-là, avant de commencer mon match, personne n'avait confiance en moi. Personne ne mettait une bille sur moi. Pour moi, quand ils ont vu mon tirage, il n'y en avait aucun qui m'a respecté. À part toi. À part moi qui croyais en moi, ouais. Et les autres, pour eux, j'avais perdu. Et quand j'ai gagné la première mi-temps, j'ai vu tout le public français se rapprocher de mon match qui était à distance à la base. Je les ai vus quand j'allais à la pause. Et là, je les entendais m'encourager. Et ouais, à la mi-temps, j'ai pris un peu plus confiance en moi et je disais, ah ouais, d'accord, là, je vous montre qui je suis là. Donc, du coup, je retourne à ma pause. Après la pause, je retourne les 30 secondes qui passent très vite. Et là, boum, il essaye de prendre une prise de risque pour essayer de me coller les épaules au sol. Je le contre et je le tombe. Donc c'est moi qui lui colle ses épaules et je gagne le match. Donc je suis pas plus content que ça. J'étais même pas fier, je dirais. Je dis pour moi j'ai fait ce que j'avais à faire. En fait on m'a vendu lui comme quoi c'était un champion et tout. Et moi, j'ai fait ma lutte que je savais faire et j'ai gagné. Ça s'appelle l'humilité. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ce jour-là, je suis resté humble et voilà, j'ai pas levé le bras par respect. J'ai pas montré ma joie par respect parce que c'était quand même un grand lutteur. Et puis la compétition, elle faisait que de commencer. Donc moi, mon but, c'était pas de gagner le match, c'était de me qualifier pour les Jeux. Donc je me concentrais déjà sur mon deuxième match. Je repense à ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est un peu une analyse comportementale. En fait, la lutte, c'est soi-même contre son adversaire. Et du coup, il y a un peu ce travail d'analyser s'il a du doute ou pas. Et là, tu sais quel boulot t'as à faire. Exactement. En fait, voilà, comme je vous dis, il est en face de moi, il s'entraîne autant que moi. Et la différence, ça va se faire dans le doute, en fait. C'est parce que si on met, tout le monde doute. Mais au bout d'un moment, il y a un petit détail de placement, 2 points. Des fois, ça se joue que 1 point. J'ai pas fini mon histoire, vous allez voir pour après. Mais le détail se joue vraiment à des petites choses à haut niveau. Soit on est trop fort, on met les 10-0 et on passe à autre chose, on gagne. Ou soit c'est du même niveau et ça va se jouer à un détail près. Est-ce que je reviens un petit peu, et ce que j'ai pas bien compris en fait, quand tu colles les épaules de ton adversaire au sol, est-ce que tu gagnes la manche ou est-ce que tu gagnes le match ? Tu gagnes le match. C'est comme un hippon, ce que je disais. Ouais. Ça s'appelle comment ? Coller. Voilà, tomber, coller. L'arbitre, il tape sur le tapis en disant il a compté 1-2 secondes, il a tapé, on a gagné le match. Alors que quand on marque au point, c'est à la manche. D'accord. Le seul tombé, il arrête le match tout de suite. Première victoire, donc tu restes assez... Je reste assez concentré. On me dit que mon prochain match, comme on s'en doutait fortement, parce que l'Allemand avait un tirage facile de l'autre côté. Comme donc au deuxième tour, je lutte l'Allemand. Marcel Ewad, c'est un ami à moi d'ailleurs.
Et donc du coup, lui, il me connaît pas parce que moi, je suis tout jeune. Je sors des juniors. Je le connaissais déjà, l'Allemand qui venait de faire vice-champion d'Europe, donc on connaît un peu. C'était il y a 15 jours, 3 semaines avant. Et donc lui, il me connaît pas. Il dit un Français, Turc. Ah ouais. Et en fait, les Allemands lui ont dit fais attention. Il est vraiment, voilà, méfie-toi de Lockman. Et lui, je sais que dans les gradins, il se promenait autour de moi. Il essayait de me parler. Donc moi, tout simple, on se check, on se respecte. Mais ça, c'était avant de savoir qu'on allait lutter ensemble. Là, c'était le matin pendant les échauffements. Et quand j'ai gagné, que je me retrouve contre lui, je vois énormément à ses yeux un stress pas possible. Parce que le gars, il vient de faire vice-champion d'Europe et il a confiance en lui, mais il stresse parce qu'il me connaît pas et je sors de nulle part et je viens de faire tomber Kartanov. Donc pour eux, c'est un client, Lockman. Il faut se méfier de lui. Donc du coup, je commence mon match. Donc là, ce qui était marrant, c'était juste après mon match. Donc au début du match, quand le grec, le Kartanov, on m'avait laissé un peu tout seul dans mon coin. Donc voilà, j'étais un peu tout seul. J'ai fait mon échauffement, j'ai fait mon match, j'ai gagné. Je sors de là. J'avais un public avec moi là, j'étais content. J'avais tout le monde qui me massait. J'avais besoin d'eau, on me donnait mon eau et tout. J'étais au top là. Donc le deuxième match, il commence. Hop, l'Allemand. Il est plus physique que moi. Il avait énormément de force. Est-ce que tu as de nouveau une préparation ? Je pense que tu te reposes entre chaque combat. C'est combien ? Alors normalement, le premier temps comme ça, d'ailleurs c'est bien que vous en posez parce que vous allez voir après ce qui va arriver. Le premier match, donc il y a comme je vous disais, on est plus de 40 lutteurs, donc ça prend un petit peu de temps. Donc après on passe au deuxième tour, il y a moins de lutteurs. Donc en général, ça prend une demi-heure, 1 heure. Après on relutte. D'accord. Ah oui. Une demi-heure, 1 heure, c'est quand même assez court. C'est court et long aussi, on va dire. Mais en général, ouais, 1 heure, maxi 1 heure et quart. Mais pas plus. Toi, c'est quoi ta stratégie ? C'est de rester chaud ou c'est vraiment revenir à zéro et refaire un échauffement ? Moi, à l'époque, c'était... donc, je faisais ma perte de poids la veille. Donc, je faisais ma grosse perte de poids. Donc, j'étais chaud, même si je ne m'entraînais plus. Ensuite, je me chauffais que les articulations et je faisais monter le cœur. En 5 minutes, je le faisais monter à 200, 220. Et ensuite, je le redescendais. Et après, plus jamais je rebougeais une oreille. Je me chauffais juste les articulations. Donc là, pour mon deuxième match, donc je me suis reposé. J'étais assis, un peu d'eau, massage à droite, à gauche. On essaie de me donner confiance en moi. Mais bon, moi, j'écoute pas parce que je me dis, ils étaient pas là la veille. Ils étaient pas, personne pariait sur moi. Et là, de gagner, on a quand même dit que c'était un coup de lutte. Donc, j'ai dit, bon, c'est bien, c'est un coup de lutte, il n'y a pas de souci, ça, tant mieux pour moi. Donc, quand je prends mon match contre l'Allemand, là, je me dis, ouais, coup de lutte, il ne va pas y en avoir 2, quoi. Donc, du coup, là, il faut vraiment essayer de lutter, voilà. Et l'Allemand, je savais qu'il était physique, donc, du coup, il fallait que je me méfie énormément, tout contact avec lui. Donc, ça veut dire, au corps à corps, il aurait été un peu plus fort que moi. Donc du coup, je le gardais vraiment à distance. Donc je l'ai mis en doute comme ça. Donc je gagne la première manche. Et la deuxième manche, encore une fois, je l'avais analysé, donc je le gardais à distance. Et moi, je sais que mon entraîneur m'apprenait que pour faire une attaque, il y a une préparation, c'est 15 secondes. Ta préparation, il faut qu'elle dure 15 secondes, donc préparer à le chercher, à le mamadouiller un petit peu, et ensuite tu lances ton attaque, et là, ça devrait fonctionner. Mais c'est quelque chose que j'ai travaillé des années. Et là, on arrive, c'était 2 minutes, je me souviens, donc je regarde le chrono, il est 1:44, je me dis, putain, j'ai 15 secondes devant moi. Et là, je mets une pression, je mets de la pression sur la tête, et hop, je vois une ouverture, je passe derrière lui. Hop, je me mets derrière lui, et je compte en même temps. C'est improbable, mais je compte un peu les secondes. Et la prise que je prends, je le jette sur le dos, parce que je passe derrière lui, et je le jette sur le gong que je marque. Donc je gagne la deuxième. Non par point, mais vu que c'était sur la seconde, j'ai gagné la manche. Donc vu que j'ai gagné la première, je gagne la deuxième. Là, j'ai gagné le match. Donc là, j'étais vraiment près du but. J'étais à un match de la qualif pour les Jeux. Donc là, j'ai laissé exploser ma joie. J'étais vraiment content et le public aussi était là. Et du coup, quand j'ai fait ce match-là, je sors du match, je suis au top. On est là. Donc je sors du tapis et je fais 40 mètres pour aller dans la salle d'échauffe pour faire une récupération active. Donc je trottine un peu, donc je demande à mon pote de me ramener une bouteille d'eau s'il te plaît, parce que c'était le match qui allait être qualifié pour les Jeux, donc il fallait vraiment me remettre dedans. Et là, il est parti chercher la bouteille d'eau, il est revenu, et quand il est revenu, on m'a appelé au micro pour faire mon 3e match. Ça faisait même pas 7 minutes que j'avais fini mon match. Et là, je dis, je stresse de ouf. Je dis, c'est pas possible. Je dis, Titi, va voir, là, il y a un problème et tout. Il me dit, ouais, attends, je vais y aller. Il y va, ils disent, non, il lutte et tout. Donc, moi, déjà, stress, j'avais juste enlevé mon maillot. Il fallait que je change de maillot. J'étais pas dans la même couleur. Et là, je me dis, putain, ça y est, un sketch qui commence.
Je dis, ça va être chaud là. Je dis, là, franchement, si je relutte, les gars, je peux pas gagner, c'est sûr. Je dis, je viens d'enchaîner 2 matchs. Je dis, si j'ai pas de temps de repos, je dis, c'est la merde. Mais ils se sont trompés. En fait, le règlement disait que tu as 15 minutes de repos. La 7, ça va pas, ça. Ça va pas. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un chrono et ils ont attendu 15 minutes. Donc, il restait 8 minutes de repos. Et donc, le chrono a affiché sur mon tapis et ça s'affichait. Et moi, j'étais stressé. Et je me dis, mais c'est pas possible. Je dis les gars, je transpire et tout. Va chercher mon maillot, s'il te plaît. Je suis mort là. Donc, du coup, je dois entamer le match. Et déjà, je me dis, putain, ça va être chaud, les gars. Il faut vraiment. Et ton adversaire, lui, il avait eu le droit à combien de temps de Lui, il repos? avait fini, vu qu'il était en haut du tableau, lui, il avait déjà eu 40 minutes déjà. Il était bien frais, ouais. Mais bon, après, voilà, il était frais. Et il a eu 2 matchs de fou aussi avant. Donc, on était, on va dire, équivalents. Après, voilà, la récup, ça fait partie des choses. Mais pour être le meilleur, il faut battre le meilleur. Donc, du coup, il n'y a pas il faisait pas beau. Enfin, voilà, tu luttes, tu gagnes. Donc, j'ai essayé de gratter le maximum de temps. Mais ça a fait que ça n'a pas forcément joué à mon avantage. 3e match contre le Géorgien. Donc là, tout le monde sait que si je gagne, je me qualifie au jeu. Donc, parce que tu accédais en finale et du coup les 2 finalistes étaient... Exactement, c'est ça. Et donc du coup là, je me dis, j'ai une place en finale. Je dis, ça y est, là c'est mon avenir. C'est voilà, de faire les jeux, c'est un rêve. Enfin voilà, c'est tout se met. Et tu te concentres même plus dans le match. Avant le match, t'as pensé à ça? Ah bah dans le match, quand je courais, je me disais putain, il y a moyen que je gagne le Géorgien. Je suis un ouf, je viens de sortir 2 gars là, 2 médaillés. Je dis c'est pour moi, ça y est, c'est pour moi, c'est mon histoire là, c'est écrit. Donc du coup, je vois déjà l'histoire des 15 minutes. Je dis c'est chaud, je dis c'est pas grave, rien ne va m'atteindre aujourd'hui. Donc je commence à écrire Gagny qui me dit allez et tout, tu peux le faire et tout. Donc hop, je bois ma petite bouteille d'eau, je mets mon maillot, je vois les regards de l'autre. Très confiant. Il était bon quand même, les Géorgiens en face. Donc je me dis, ça va être chaud là. Donc je lui tape dans la main, on commence le match. Et je trouve bizarre. Au bout de 30 secondes, j'arrivais pas à le tenir. Ça glissait énormément. Donc je regarde mon entraîneur, je dis putain, ça glisse. Il me dit, reste concentré. Je dis, je vais bien me rester concentré, bordel. J'arrive pas à tenir un poignet, ça glisse de partout. Je dis, il y a un sketch là. Donc hop, première mi-temps, donc je perds 2-0. J'arrive à la pause et là je lui dis gros c'est chaud, je dis je te jure ça glisse de ouf, mets-moi des straps au bout des doigts, je dis là il y a un problème, là je dis il a mis de l'huile et tout, ça glisse, c'est pas possible de lutter. Ce qui est interdit de mettre Ce qui est interdit, tu te fais choper, t'es disqualifié direct quoi. Donc du coup hop, la mi-temps j'arrive, on fait 0-0, il y a clinch. Donc clinch, ça veut dire l'arbitre jette un pion rouge et bleu pour savoir qui va avoir l'avantage de prendre la jambe. En fait, c'est quand il y a 0-0 pour départager. Donc j'ai eu le clinch, j'ai eu la jambe, donc je l'ai fait tomber et j'ai marqué. Donc là, j'ai eu, on va dire, la chance avec moi. Et sur la 3e mi-temps, et là, je dis non, mais là, c'est plus possible, les gars. Ça fait 6 minutes qu'on lutte, il glisse dans tous les sens. Je dis là, je vais pas y arriver. Et au score, je me souviens, il y avait 3-2. Et là, à un moment, je râle parce que je dis, putain, je suis en train de perdre, je me voyais perdre, quoi. Ça y est, j'ai perdu, là. Je peux rien faire, c'est simple. Il s'était mis en boule, il était là et c'était vraiment insupportable. Donc là, les entraîneurs gueulent. Donc là, c'est monté vraiment dans les tours. Donc les tapis, tout le monde regardait le match. L'arbitre le voit au milieu, l'arbitre du central, et il le voit que ça glisse. Et il le voit, il sent sur ses mains. Et là, dans ma tête, je me dis, ça y est, j'ai gagné, c'est par forfait. Je dis, c'est malheureux de gagner comme ça, mais dans ma tête, je me dis, ça y est, c'est sûr. Oui, après, il a triché, donc du coup... je suis comme un dingue dans ma tête. Je me dis, ça y est, je suis rentré dans l'histoire dans ma tête. Donc, pour valider le forfait du match, il fallait que l'arbitre principal, donc en fait, on a chaque arbitre par tapis, mais on a un arbitre qui prend les décisions quand il y a des actions litigieuses. Et quand je vois l'arbitre, qu'ils appellent l'arbitre justement principal, je le vois arriver, je le vois loin. Et là, j'étais un peu content parce que je me dis, ça y est, on peut pas voir qu'il glisse pas, c'est pas possible, quoi. Et j'étais content. Et quand je le vois arriver, une déception s'est écroulée dans mes yeux. Je dis, oh putain. Je dis, l'arbitre principal, c'est un Géorgien. Je dis, mais jamais il va disqualifier son lutteur. Et il est arrivé, il a dit, qu'est-ce qui se passe? L'autre, il lui dit, il a glissé, regarde, il lui prouve A plus B qu'il a mis un produit. Il appelle son lutteur, il lui touche l'épaule, il lui dit, allez, va lutter. Et là, il me restait 30 secondes. Et là, j'ai dit, mais mon pote, j'ai beau être une machine, j'ai beau être ce que tu veux. C'est pas possible. C'est impossible. Il glisse. Si, il y a toujours une possibilité, je dirais, mais elle était minime. Et à ce niveau-là, comme je vous dis, le détail est important. Et il a fait un coup de lutte. Il a eu raison. Après, il a triché, c'est autre chose.
C'est comme ça, et ce jour-là, mon rêve s'est écroulé. En fait, j'ai essayé de tenter quelque chose quand il avait pris ma jambe parce que j'avais du mal à attaquer, donc c'était une technique aussi de donner sa jambe pour essayer. Et là, mon genou, je l'entends qui craque. Dans ma tête, je me dis, putain, j'ai mal au genou, je me suis fait un truc. Je dis, mais je lâche rien, il restait 10 secondes, et il avait ma jambe, et j'ai essayé dans tous les sens. Il avait juste à lâcher ma jambe, et je passais derrière, je gagnais le match. Mais même ça, j'ai pas réussi. La douleur au genou, enfin ouais, c'était vraiment plein de facteurs qui ont fait que je dis, waouh. Et là, quand j'ai perdu le match, donc voilà, j'ai perdu tout. Donc là, tout le public, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus de kiné, il n'y avait plus rien pour me masser, pour me regarder. Et là, je dis, putain, quand tu gagnes, t'es au top. Quand tu perds, et, enfin, en fait, il n'y a personne, quoi. Ouais, c'est vrai que ce que tu nous racontes, c'est un peu triste, le fait que malheureusement t'as perdu ce ticket pour les JO à cause un peu d'une triche. Triche, je dirais, on l'a tous fait, on met de la crème à la veille, et que quand avec la transpiration ça part, ça se voit pas. C'est un coup de lutte en fait qui arrive souvent à haut niveau que moi je ne connaissais pas. Ça c'est c'est de l'expérience comme on dit. Oui, c'est ça, il t'a eu un peu par l'expérience. Il m'a eu par l'expérience, ouais. Il t'a surtout eu parce qu'il savait que l'arbitre principal était de ça. En fait, il faut pas laisser la chance à l'arbitre de juger, de donner la chance d'une décision. C'est soit tu gagnes propre. Et je l'ai appris justement avec l'expérience. Si tu donnes l'occasion à l'arbitre de faire balance, que la balance saute à droite à gauche, il faut pas. C'est le haut niveau, tu peux pas permettre à la chance. Tu provoques la chance, tu gagnes, il faut gagner propre. Pour pas avoir d'illusions. C'est comme ça. Si tu veux laisser à la chance, ça peut. J'aurais pu avoir ce jour-là la chance en moi. Mais est-ce que je méritais réellement ? Question. Ça peut arriver. Le haut niveau, ça pardonne pas. C'est chaque décision, chaque, comme je vous disais, la main où on la pose, ça joue. Si ça peut tricher, ça triche. C'est comme ça. C'est malheureux, c'est comme ça. Mais ça fait partie du jeu. Le sport du haut niveau, quoi. C'est exactement le sport du haut niveau. Ça fait partie. Donc là, tu vois ton rêve qui... J'avais pas forcément rêvé parce que j'ai rêvé parce que les gens me faisaient rêver. Moi, j'étais là pour lutter, c'était mon boulot avant tout et puis voilà. Mais de me dire oui, ça aurait changé ma vie, tout ça, oui, c'est vrai, certes. Après, j'ai eu la chance 4 ans après. Donc je me suis fait opérer des croisés. Au final, quand j'ai lutté, c'était mes croisés qui ont pété. Ah, ouais. Donc c'était juin, ça. Je me suis fait opérer tout de suite après être rentré de la Pologne. Et j'étais opérationnel en janvier. En janvier, et alors qu'on m'a dit, Lokman, c'est fini. Oui, il était bon. On m'a dit ça. Oui, il avait sa médaille. Il a fait un tournoi de qualif. Il n'a pas les épaules pour. C'est fini, Lokman. Il faut voir la relève. Et quand on m'a dit ça, moi, dans ma tête, c'était pas possible. Je veux revenir encore plus fort. Mais je reviens juste après là, cette défaite entre guillemets, même si, enfin bon. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu quittes je sais même pas comment ça s'appelle. Le stade, Ouais. le tapis. Le tapis. T'es tout seul. Tu sors, t'as ton entraîneur qui te jette ta serviette, parce qu'il est autant déçu que toi, ça c'est sûr. Mais en général, on veut laisser le lutteur un peu tout seul. Et là, j'étais vraiment tout seul. Mais tu le vis comment dans ta tête là Pour moi, Fatou, t'as une injustice, tu te trouvais un coupable, mais le seul coupable, c'est moi. J'aurais jamais dû laisser la chance à mon adversaire enfin voilà, il fallait que je sois propre dans mes techniques, pas laisser mais moi t'as quand même cette blessure d'injustice. Ah là, t'es triste, ouais, tu trouves un coupable, mais le seul coupable, c'est toi réellement. Il faut se dire ça pour avancer de haut niveau. Tu peux pas te le permettre de dire c'est de la faute de l'autre. Non, t'es tout seul sur le tapis. T'as fait comme ça pour. J'avais pas le choix. Pour te j'étais remettre déçu, de ouais, ça, j'étais déçu parce que le soir après il y a le banquet, donc toutes les équipes se réunissent. Donc ceux qui sont qualifiés, c'était au top et on était en soirée. Moi j'étais là, je voyais, je disais c'est pas grave. Je dis je suis jeune encore. J'ai toute ma vie devant moi. Je suis une machine. Je viens de gagner quand même 2 médaillés. Je suis quand même je commence à être quelqu'un. Je fais peur aux gens, donc c'est rare quoi. C'était assez rare. Donc je me suis on va dire réconcilié comme ça en moi-même. Mais je savais que j'avais mal au genou, j'avais un problème, il fallait vite que je règle ce problème-là. Mais j'étais ce soir-là, c'est ce qui m'a marqué dans toute ma carrière, dans toutes les défaites ou les victoires que j'ai pu avoir dans de nombreux tournois que j'ai fait, c'est la seule qui m'a marqué. Parce que ce jour-là, c'était personne ne te faisait confiance. Je sortais de nulle part, je gagne, on est avec moi et j'ai perdu, on m'a acheté. Et là, j'ai dit waouh, c'est pas possible ça. Je dis là, je reviendrai, c'est moi qui décide quand je perds, c'est moi qui décide quand je gagne, quoi. Et du coup, tu disais que 4 ans après, tu as réussi à... 4 ans après, du coup, je suis revenu. Donc, 6 mois après, j'ai repris la compétition. 4 mois après ton opération. Après mon opération, 4 mois après, j'ai pris l'entraînement. 6 mois après, j'étais au Colorado. Donc, premier tournoi.
Et là-bas, je fais 5e. Donc là-bas, j'avais fait 5 ou 6 matchs, je crois, si je me souviens bien. C'était un gros niveau aux États-Unis. Et là, j'avais gagné le champion l'Indien que j'ai gagné. Il était champion, il venait d'être champion de chez lui. Donc du coup, je gagne l'Indien. Après, je gagnais 2-3 Américains. Enfin voilà, j'étais vraiment... alors que j'avais rien fait depuis mon tournoi de qualif, quoi. Donc j'étais vraiment confiant et tout le monde a vu que j'étais revenu à certains niveaux. Et hop, c'est reparti. Donc là, je suis revenu en équipe, encore champion de France. Hop, les tournois où Ils ont de nouveau recruté en toi, le staff français. Je pense que je les ai prouvés au Colorado parce que ce tournoi-là, c'était tellement relevé qu'il y avait, je pense, jamais eu de médaille française. Moi, j'ai fait une finale quand même. Donc, retour de blessure, c'est vrai que c'était impressionnant. Et là, j'avais confiance en moi. Et alors, Londres 2012 ? Londres 2012, ça a été plus un problème non sportif, mais problème d'injustice, je dirais, d'une injustice que j'ai eue, parce qu'en fait, il faut se dire que chaque 4 ans, il y a des élections à la fédération et la nouvelle équipe qui était en place avait, on va dire, un concurrent indirectement dans ma catégorie. Et bien sûr, le président, il préfère avoir, je dirais, son petit poulain en équipe que moi. Donc j'étais en concurrence, j'étais champion de France, mais il nous mettait quand même en concurrence. Je faisais un tournoi, mais il était toujours là en tant que deuxième partenaire parce qu'il disait la concurrence c'est bien pour faire avancer les choses. Je dis c'est bien, oui, mais s'il y a du niveau. Là, je le gagne largement et t'oses me le mettre en concurrence, mais c'est pas grave. Et un jour, j'ai eu le malheur d'avoir l'appendicite parce qu'en fait, au niveau résultat, on avait des critères. En fait, à chaque fois, à chaque Olympiade, on va dire, la fédérée, elle mettait des choses en place. Et là, il y avait des critères en disant, il faut faire obligatoire champion de France. Ensuite, il y avait 2 tournois. Dans les 2 tournois, il fallait se classer, au moins dans les 8 premiers. Et ensuite, enfin voilà, il y avait plusieurs critères. Donc du coup, je fais champion de France. Je suis en plus le seul dans l'équipe type. En fait, on avait l'équipe type, c'est-à-dire on avait les titulaires. Par exemple, l'année d'avant, j'avais fait les championnats du monde. Donc les 6 qui avaient fait les championnats du monde dans chaque catégorie, j'ai été le seul Français à faire les championnats de France. C'est-à-dire les 5 autres collègues n'ont pas fait les championnats de France. Ils ont été dispensés parce qu'ils avaient le niveau au-dessus. Et moi, ils ont jugé que j'avais le droit à la concurrence. Donc j'étais le seul à refaire une perte de poids, 12 kilos. Enfin voilà, j'ai gagné, ça c'est pas un souci, mais ça m'a fatigué. Enfin voilà, c'était une perte de plus que voilà, si tu te dis que ton lutteur il a une chance de faire des médailles, fatigue-le pas quoi, parce que eux ils étaient au repos, mais moi j'avais pas le droit d'être au repos. T'étais pas logé à la même enseigne qu'eux quoi. Exactement. Il y a eu une injustice à ce sujet-là. DTN à cette époque-là voulait pas de moi et voilà, tant que, on va dire, au niveau des résultats, je me classais, j'étais irréprochable. Et un jour, malheureusement, j'ai eu l'appendicite. Donc là, c'était avis médical que j'ai pas pu participer à un tournoi. Eh ben, ils m'ont dit, prends tes affaires, rentre chez toi. Donc j'ai saisi le CNESF, le Conseil olympique. Et donc on est passé en urgence. Je l'avais téléphoné le vendredi à raconter mon histoire, tatata. En urgence, ils ont convoqué une réunion de dernière minute le mardi. J'ai dû monter à Paris. Ils avaient saisi le président, tout ça, le DTN à s'expliquer parce que c'est quand même eux qui financent les fédés en disant attendez, on vous donne pour des subventions pour envoyer le meilleur lutteur et là sur le papier c'est le meilleur lutteur, je veux une explication. Et là je me rappelle dans la réunion ils ont dit ouais mais Lockman il va en stage tout seul, il habite à Paris, enfin voilà, il y avait des trucs qui sortaient du contexte sportif et ils sont ridiculisés eux-mêmes parce que le président a dit non il faut le remettre dans le circuit, enfin voilà, c'est comme ça. Mais bon, le tournoi c'était samedi, la réunion c'était mardi. J'ai eu psychologiquement tu t'es atteint quand même parce que tu luttes sur le tapis et en dehors du tapis c'était pas évident, c'était pas un passage facile que j'ai pu avoir dans ma vie. Dû à ça, j'ai pris la décision de me reculer un petit peu. Donc je vous passe la dépression, tout ça qui fait que du jour au lendemain t'es un peu une merde quoi. Tu te dis putain, tu t'entraînes 2 fois par jour tous les jours, t'as une vie qui est différente que les autres et ça dérange. Et du coup, tu te dis... Donc tu supposes que ce qui a dérangé la Fédé, c'était que tu aies ton propre staff et que tu mettes en place ta propre organisation un petit peu. C'était ma vie privée qui leur dérangeait, parce qu'ils me jugeaient plus sur ma vie privée que sur mes compétences, voilà.
D'accord. Les autres lutteurs français, ils passaient beaucoup plus avec la Fédé. Ils étaient proches des entraîneurs. Moi, j'étais pas forcément proche des entraîneurs. Moi, je faisais mon boulot sur le tapis, j'étais irréprochable. Et quand c'était repos, je partais en vacances. Et eux, ça les dérangeait. Ça. Et j'ai compris après que ça les dérangeait parce qu'après, je suis devenu entraîneur national de l'équipe de France. Donc, les collègues, on se tutoie, on en reparlait un peu de ma carrière. Donc, en fait, maintenant, tu fais partie de cette Fédé. Je faisais partie, parce qu'après, justement, j'ai fait 2 ans. Et quand j'ai eu des résultats avec mes lutteuses qui ont fait des résultats au championnat d'Europe, championnat du monde, et j'ai pas été forcément pour quelque chose parce que j'étais pas leur entraîneur principal. Mais c'est vrai que quand tu es en équipe de France, ton entraîneur, il est là, mais il te connaît pas réellement. C'est ton entraîneur de club qui te connaît. Et puis moi, j'ai amené une petite touche personnalisée de chaque lutteur qui leur a mis en confiance et qui a servi pour d'un et comme pour d'autres. Et quand il y a eu des résultats, c'est vrai que c'était à la base c'était du bénévolat que je faisais. Hein. Donc du coup, toute l'équipe voulait que je reste. Et j'ai dit non, il faut que je vive aussi. J'ai une famille. Et puis après, j'ai pris la décision de pas continuer l'aventure et je suis rentré sur Mâcon. C'est une belle histoire et à la fois il y a quand même des petites embûches quand même. Je pense dans chaque carrière de sportif, il y a des histoires. Il y a toujours, surtout dans les petites fédés où il y a des histoires sombres, je dirais. Enfin voilà. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se laisser abattre. Moi, j'ai 2008, j'ai essayé, ça a pas marché. 2012, j'ai essayé, ça a pas marché. Et j'ai lâché prise parce que voilà. Après, j'ai rencontré ma copine, j'avais plus envie parce que s'entraîner tous les jours 2 fois par jour, c'est usant. Même une machine que tu règles, elle déconne au bout d'un moment, il y a une courroie, il y a quelque chose. Là, tu as des petits soucis. Enfin voilà, tu te dis tu peux pas continuer, il faut prendre une décision, il faut vivre derrière. Et là j'ai rencontré la bonne personne dans ma vie qui m'a fait que la lutte, ça va s'arrêter un jour ou l'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est derrière moi tout ça. Et ça m'a servi et j'essaie de mon expérience aider les plus jeunes, mais j'espère que ça va marcher parce que ça serait dommage de partir avec tout ce que je sais et j'ai appris. T'as quand même envie de mettre ton expérience de la lutte au profit de nouveaux lutteurs, peut-être de futurs champions. Peut-être pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire. J'appelle pas ça des erreurs, mais les choix qui ont dérangé. Ça, c'est des choix qui ont dérangé souvent. Malheureusement, on est maître de soi sur le tapis, mais quand on prend les décisions pour des championnats, on n'est plus maître. C'est pas le résultat qui compte. J'ai compris ça après. Voilà ma petite histoire. Hein. Ça m'en fait rire un petit peu, mais voilà, c'est la réalité. C'est comme ça. Souvent, on pose une petite question à la fin. On demande de décrire ce qui s'est passé en 3 mots. Qu'est-ce que toi, tu mettrais comme mot sur toute cette histoire qui est quand même belle? Je dirais de la magie, parce que c'était quand même magique ce que j'ai vécu. Après, je dirais l'inconnu, parce que même si on gagne, on se dit... Enfin, moi, je vois ça comme ça. Je dirais la magie, l'inconnu, et je dirais la déception après. Déception ou échec, je sais pas, mais quelque chose qui signifie que voilà, au bout d'un moment, tout s'arrête, quoi. Tu dirais que tu gardes encore un peu une amertume de ça ou c'est passé? Ça passe jamais parce qu'il y a eu un traumatisme quand même où ça m'a touché personnellement et que je ne souhaite même pas à mon pire ennemi, ce que j'ai pu vivre. Et du coup, t'as toujours, mais tu passes à autre chose parce que tu avances. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des enfants. Avant, j'avais pas d'enfants. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'avais continué la lutte, j'ai toujours 32 ans. Je serais encore en tournoi ou en stage à l'heure actuelle, donc ça veut dire je serais toujours dans le milieu de la lutte, parce que j'avais quand même un certain niveau qui faisait que j'étais pas dégueulasse, quoi. Parce qu'après j'ai lutté en championnat de France par équipe, j'ai lutté en Allemagne en Bundesliga, j'ai gagné des champions, enfin voilà, j'avais encore quelque chose sous la patate, mais la Fédé quand elle te veut plus de toi. Comment t'as fait pour soigner entre guillemets ce trauma, quoi, pour guérir de cette... J'ai rencontré, je dirais, la bonne personne qui a fait que je me suis relevé, j'ai eu un enfant, et là quand j'ai eu mon enfant, j'ai dit il y a plus important dans la vie, c'est différent, il y a rien à voir, c'est beau, j'ai tout ce que j'ai vécu avant. Si c'était à refaire, je vous assure que j'aurais rien changé, rien. Parce que j'ai vécu quelque chose. J'ai vécu des choses et ça faisait partie de moi. C'est mon instinct. C'était ma vie. C'est ma vie, ça. Ça a été comme ça. Je l'ai pas choisi. Malheureusement, je choisis pas tout. Et si c'était à refaire, honnêtement, j'aurais rien changé. J'aurais rien changé, C'est pareil. Même si je sais que le résultat était au final est le même, j'aurais rien changé. Ouais, ça s'écrit comme ça. Mais par contre, t'as envie de faire profiter de cette leçon, entre gros guillemets.
aux générations futures. Ça reste toujours à moi, mon histoire, parce que ça sera mes mots, ça sera mon expérience, mais j'éviterai justement les côtés où il faut prendre des décisions un peu différentes, où il faut aller dans le sens du poil, je dirais. Mais est-ce que t'aurais pas manqué d'un guide ? Non, j'étais bien entouré quand même. J'avais mon frère qui s'occupait de moi, j'avais un coach qui avait 100% confiance en moi. J'avais tout. Il y avait juste, je pense, une malchance. C'est comme ça. Il y en a, moi je suis content, j'ai eu une belle vie, j'ai eu une belle carrière. Il y en a, ils ont eu des soucis pépins. Enfin voilà, je me contente de ce que j'ai. Moi certes, j'ai pas pu vivre mon expérience olympique, mais j'ai vécu les Europes, les mondes, des déceptions, des médailles, des choses. Je suis complet, ça sert à rien d'espérer plus dans la vie en fait. Il faut se contenter de ce qu'on a, je pense. Ça sert à rien de vouloir rêver plus. C'est bien de rêver, mais il faut faire des rêves où on peut les réaliser, je dirais. En tout cas, nous, on aurait aimé que ses mains ne glissent pas sur la peau du Géorgien. Ah, là, c'est moi, Géorgien. Pour voir où tu nous aurais emmené. Hein. Ouais, en tout cas, ouais. Merci beaucoup. L'histoire ne nous dira pas parce que ça c'est fini comme ça. C'est mon histoire qui a fait que je suis devenu comme ça. Mais peut-être que j'aurais pu qualifier et faire autre chose et rien d'autre derrière. J'aurais peut-être pas eu tout ça, pas ma femme, mes enfants. Donc je suis content de la vie que j'ai menée et j'ai rien à changer pour ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? La santé aujourd'hui, je pense, c'est la santé avant tout parce que avec l'argent, on peut tout s'acheter, mais la santé, on ne l'achète pas. La plus grande richesse aujourd'hui, pour moi, c'est celui qui a la santé, il est riche en fait. C'est clair, on est bien d'accord. Merci. Merci à vous, bon courage pour la suite. Hein. Merci beaucoup. Et ça a été un moment agréable pour moi et franchement, vous êtes au top. Pour nous aussi, ouais, c'est très gentil. Franchement, c'est classe. Merci Lockman. Merci beaucoup. Lockman. Cet épisode est terminé, les winners. On remercie encore Lockman pour sa gentillesse et le partage de sa merveilleuse histoire de gagne. Avec Ophé et Clément, nous espérons que les victoires de nos champions vous inspirent autant que nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant @LaganPodcast. N'oubliez pas non plus de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez même nous écrire un petit commentaire si le cœur vous en dit. Ça ne vous prend que très peu de temps et pour nous, c'est très précieux. On compte sur vous. Rendez-vous lundi dans 2 semaines pour une nouvelle histoire de gagne. On reste en contact sur les réseaux et on vous dit à très vite les winners. Et surtout, n'oubliez pas d'avoir la gagne.